Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et vous le savez, demain c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est un plateau très féminin que nous aurons ce soir avec Nathalie Ross, directrice générale de la division L'Oréal, produits professionnels. Superbe carrière. Valérie Zago nous racontera elle, les terroirs, avec focus sur les spécificités alsaciennes. Avec Françoise B. Sur ce plateau, on reviendra sur le challenge égalité homme-femme en entreprise. Ça sera lancé demain, ici à Strasbourg, à l'Eurométropole. Et au seul garçon, on va dire, ça sera Mathieu Chanvillard pour l'humeur du jour. On retrouve une fille à la veille de la journée internationale du droit des femmes. C'est Camille Roland pour le JT. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 7 mars, dans les Vosges, certaines petites stations de ski ont du mal à subsister aux côtés des grandes du massif, exemple au Frenz et au Schlumpf. À l'approche des élections européennes, le Centre pour les informations sur les institutions européennes propose des activités de sensibilisation pour comprendre l'Europe. Et puis une rencontre, celle de l'actrice Laura Weisbecker, dans les coulisses du tournage Le Voleur Rose. Vous avez peut-être déjà dû attendre de longues minutes, voire des heures devant la préfecture. Depuis 2017, elle fait face à une augmentation des demandes et accueille parfois jusqu'à 650 personnes par jour. Alors des travaux ont été engagés à hauteur de 6 millions d'euros pour rénover les locaux. Le préfet s'est rendu sur place ce matin pour l'inauguration. Adeline Piron. C'est derrière ces cordons à l'entrée de la préfecture qu'attendent chaque jour patiemment des centaines d'usagers. Alors pour pallier cette attente, la préfecture a fait l'objet d'importants travaux. Parmi ces transformations, l'accueil. Nous n'étions plus habilités à recevoir d'autres personnes que celles qui étaient là sur rendez-vous. Le flux était trop important et le fait de restructurer, ça a permis de faire un pré-tri à l'entrée et ensuite de les engager dans l'accueil en les orientant directement soit vers le guichet où ils ont rendez-vous, soit vers le point numérique et d'éviter que des personnes ne se retrouvent dans le hall d'accueil sans être pris en charge. Pour les usagers qui s'y rendent, il faut désormais passer plusieurs filtres. Après le contrôle de sécurité, les visiteurs se rendent à l'accueil. En cas de rendez-vous, les agents leur fournissent un ticket qui leur permet d'accéder au guichet, tout un parcours. Et s'il s'agit d'une simple formalité, les visiteurs sont invités à effectuer leur démarche à l'aide de tablettes. L'amélioration de l'accueil du public n'est qu'un des 11 chantiers de la préfecture, tels que la réorganisation des archives, le réaménagement des bureaux ou encore la numérisation, engagée sur 3 axes. D'abord, les missions de sécurité, nous sommes ici dans le centre opérationnel départemental, donc reconfiguré en 2018. C'est de locaux similaires mais bien moins adaptés que nous avons pilotés, les événements sur Port-au-Rhin et bien évidemment l'attentat du marché de Noël. La deuxième direction, c'est l'accueil du public, avec sur le bâtiment préfecture un accueil sensiblement amélioré permettant de limiter considérablement l'attente. Et enfin, c'est l'amélioration du fonctionnement interne avec la modernisation au travers de l'informatisation et puis des espaces de convivialité qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui ont été aménagés. La rénovation du centre de gestion de crise s'élève à 800 000 € et devrait permettre de mieux répondre aux événements majeurs. Les stations de ski sont nombreuses dans le massif vosgien. Vous connaissez sûrement les plus grandes comme le Markstein ou encore le Bonhomme. Mais l'Alsace regorge aussi de petites stations. Et leur quotidien n'est pas toujours simple. L'une d'entre elles a d'ailleurs fermé cet hiver. D'autres continuent d'accueillir les skieurs coûte que coûte grâce à des passionnés. Marine Zis est allée à leur rencontre. Dolleren, dans la vallée de Masevaux. Depuis le bas du village, on aperçoit la station du Schlumpf. Le domaine comprend 2 pistes, dont une de plus d'1 kilomètre de long. Avec des températures presque printanières, ces dernières semaines, la neige a bien fondu, surtout au bas des pistes. La station est donc fermée en ce moment, mais pas question pour autant de ne pas entretenir régulièrement le matériel. Ce matin, Sébastien Reymann et son collègue partent vérifier les remontées au sommet de la station.
On contrôle nos poulies, on contrôle tout notre téléski pour être prêt en cas de nouvelle chute, d'être rapidement, la possibilité de rapidement ouvrir. Suivant les précipitations, on peut mettre la machine en route en une soirée, c'est joué pour nous. Avec seulement 7 jours d'ouverture cette saison, difficile de couvrir les frais de fonctionnement. Ici, ce sont des bénévoles passionnés qui gèrent la station via une régie municipale. On essaie d'avoir un équilibre budgétaire et si effectivement le téléski ne peut pas fonctionner, c'est la commune de Dolren qui prend en charge les frais fixes et qui équilibre le budget. En plus des ressources financières, c'est du temps qu'il faut trouver pour faire vivre la station. On a exactement les mêmes contraintes que les grosses stations du massif vosgien, mais aussi les stations alpines. Donc on a des obligations d'être conformes à la réglementation d'exploitation des téléskis. Et ce qui nous fait contrôler et prendre encore plus de rigueur sur l'état de santé de notre matériel, tout en sachant qu'on est bénévole. Donc c'est des samedis matins ou des dimanches matins, des journées de travail. Et oui, on passe quand même pas mal de temps en haut. Dans la vallée de la Ture, autre station de ski comptant seulement 2 pistes, le Frens. Ici, c'est une histoire de famille. Le père, jamais très loin, a confié la gérance à son fils Alexandre, en charge du petit téléski du Solmont. Et c'est sa femme, à quelques mètres de lui, qui s'occupe de vendre les forfaits. Bûcheron de métier, Alexandre Moureau organise ses journées en fonction de la météo. Comme je suis à mon compte, je peux gérer moi-même le temps. S'il neige, je suis ici. S'il neige pas, je suis en forêt. La station est ouverte en moyenne 1 mois par an. Une bonne journée ici, c'est une trentaine de forfaits vendus. Des chiffres pas vraiment synonymes d'une affaire qui roule. C'est plutôt un plaisir qu'on fait ça, plutôt que pour gagner de l'argent. Avec ce qu'on gagne, on peut refaire ce qui casse, on joint les deux bouts, quoi. Sans rien gagner, mais on peut faire tourner, quoi. S'il neige, c'est bon, on survit. S'il neige pas, là, c'est un peu plus dur. Pour finir les fins de mois, ça va être un peu dur, quoi. Pour être plus confortable, seule solution alors, le canon à neige. Il faut compter avec l'installation 50 000 €, quoi. Mais il manque de moyens, quoi. Parce qu'on a l'eau, on a tout ce qu'il faudrait, quoi. Il nous faudrait juste un canon à neige à basse pression qu'on pourrait déplacer. Et là, on serait au top. La station n'est pas menacée de fermeture pour l'instant. Mais la passion de cette famille suffira-t-elle à sa survie dans les prochaines années? La météo y est pour beaucoup. Certaines stations réfléchissent à développer des activités estivales comme du VTT pour pallier aux frais de fonctionnement conséquents de ces petits domaines chargés d'histoire. Le 26 mai prochain, les Européens éliront leurs représentants au Parlement européen. Une élection au taux d'abstention traditionnellement élevé. Pour tenter d'intéresser les Strasbourgeois à ce vote, le Centre d'information sur les institutions européennes, installé au lieu d'Europe, propose des activités de sensibilisation. Ce matin, une vingtaine de jeunes en service civique se sont amusés à accroître leur connaissance sur l'Europe grâce à un jeu de loi. Un reportage de Fanny Kunz. De combien de pays est composée l'Union européenne ou lesquels font partie de l'espace Schengen? Des questions auxquelles ont tenté de répondre Franck, Kevin, Hilda et leurs collègues ce matin au Centre d'information sur les institutions européennes. À travers 7 fois je vote, un jeu de loi grandeur nature, ils ont pu s'intéresser aux institutions européennes de manière ludique. C'est un jeu hyper intéressant parce que ça nous plonge vraiment au cœur des institutions européennes ou alors de l'Union européenne qui n'est pas un sujet assez connu et assez maîtrisé par des jeunes. Moi, je trouve ça vraiment assez intéressant parce que ça rend la thématique plutôt accessible. C'est vrai que l'Europe, l'Union européenne, c'est un thème qui, de mon point de vue, est rendu complexe. Et là, ce type de jeu permet de découvrir des choses sans paraître ridicule en quelque sorte. Je pense que ce jeu peut être très bien parce qu'on apprend des choses tout en s'amusant en fait. Et on développe un peu un esprit d'équipe vu qu'on est en équipe. Et comme dit, ça permet d'apprendre des choses et de pouvoir se cultiver sur différentes questions de l'Europe.
Le Centre d'information sur les institutions européennes a pour objectif de faire de la pédagogie autour de l'UE et de ses institutions auprès de tous les publics. Interventions dans les écoles, expositions, jeux, autant d'initiatives mises en place par le CIE à l'approche des élections européennes le 26 mai. Il est important effectivement d'avoir un aspect plus ludique où on les implique en même temps, où ils donnent leur avis, mais sous forme de jeu, ça passe très très bien et en même temps ils s'instruisent en jouant. Donc il y avait cet aspect ludique qui nous paraissait vraiment être très important. Mieux connaître pour mieux voter, c'est tout l'objectif de Cette fois je vote. Le jeu ouvre le débat régulièrement. L'équipe pédagogique se rend compte d'une évolution du regard que les jeunes portent aujourd'hui sur l'Europe. Je pense qu'il y a vraiment une envie d'Europe, mais il faudrait quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on sent que ce soit les jeunes ou les moins jeunes ont envie de quelque chose de plus concret. Ils ont un peu du mal à comprendre le fonctionnement des institutions, donc ce qui fait que ça paraît un petit peu flou, un petit peu vague. C'est plutôt une difficulté d'aller voter parce qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, ils ne savent pas pour qui voter, comment ça marche. Comment voter, pour qui, pourquoi et où? Les questions autour des élections restent encore nombreuses dans la bouche des jeunes qui ont pour autant une certaine envie d'Europe. On parle des élections comme si on devait un peu chercher de nous-mêmes, c'est vrai, on devrait avoir cette curiosité d'aller s'informer, mais si on n'éveille pas cette curiosité, je pense que la plupart d'entre nous ne fera pas l'effort. En tant que jeune, j'aimerais une Europe qui attire par sa politique et qui, je vais parler des personnes non européennes par exemple. La loi elle est assez rigoureuse sur le sujet et j'aimerais peut-être que des choses soient de plus en plus assouplies pour que des gens puissent être accueillis plus facilement. Primo-votants, étudiants, seniors, associations, ils viennent s'informer au centre d'information et pourtant cela ne semble pas suffisant. Moins de la moitié des citoyens européens se sont déplacés aux urnes lors des dernières élections européennes en 2014. C'est vrai qu'il y a quand même encore un très grand déficit d'information qu'on essaye de pallier parce qu'il y a non seulement de savoir la date, ça c'est déjà bien et c'est déjà important, mais aussi il faut savoir ce qu'est l'Union européenne, à quoi elle sert, comment fonctionne le Parlement européen, qu'est-ce qu'un député européen tout simplement, quelle est son activité. Il y a beaucoup d'animations qu'on propose, il y a des présentations assez classiques, une présentation PowerPoint avec de l'information sur les institutions européennes, mais on a aussi des activités plus ludiques avec des jeux, on propose également des jeux de piste dans le quartier européen de Strasbourg, donc ça permet de découvrir de manière ludique le quartier européen de Strasbourg et ses institutions. Donc on essaie comme ça de varier un petit peu les approches et de donner des informations sous différentes formes pour intéresser le maximum de public. Jusqu'au 26 mai, le Centre d'information sur les institutions européennes multiplie les actions autour des élections. Des interventions en milieu scolaire avec des boîtiers de vote électroniques sont également prévues en Alsace. Véritable star en Chine depuis Chinese Zodiac avec Jackie Chan, l'actrice alsacienne Laura Weisbecker continue de tourner dans des films chinois. Elle a d'ailleurs été choisie pour tourner dans une comédie franco-chinoise qui se déroule à Paris. Nora Boiriwa l'a suivie sur ce tournage. De l'extérieur de l'hôtel de ville de Vincennes, rien ne laisse présager ce qu'il se déroule à l'intérieur. La salle des mariages a été investie par une équipe de tournage d'une comédie franco-chinoise, Le Voleur Rose. Sous la direction de son réalisateur Mustapha Ozgun, l'actrice alsacienne Laura Weisbecker y tient un des rôles principaux, Lily. Déjà, c'est le réalisateur, l'énergie du réalisateur. Je trouvais qu'il est très positif. J'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup de talent. Donc c'est d'abord lui. Ensuite, le scénario, je trouvais que c'était super drôle. Donc je suis en fait une mannequin à Paris et donc le personnage chinois principal vient me contacte parce qu'elle cherche quelqu'un qui parle chinois pour l'aider, pour trouver plein d'invités pour son mariage. On ne sait pas pourquoi, c'est une comédie. Donc je prends plein de gens bizarres, c'est une comédie, c'est hyper drôle. Pour garder encore un peu de mystère autour de cette comédie, on n'a pas pu filmer pendant les prises. Bien que l'histoire se déroule à Paris, la plupart des dialogues de Laura Weisbecker sont en mandarin. Avant certaines scènes, elle s'entraîne avec une coach à bien prononcer ses répliques. Elle vérifie la prononciation en chinois des acteurs pour être sûr que le public chinois va bien comprendre. Et aussi pour moi, c'était quelque part quand même un challenge parce que j'avais vraiment beaucoup de dialogues en chinois. Mais à un moment, il m'a dit « mais t'es sûr que tu vas y arriver ?» Tellement de dialogues. Mais en fait, c'est des dialogues faciles, c'est des dialogues de la vie de tous les jours. Et c'est vrai que j'avais déjà fait des dialogues un peu plus complexes. Donc finalement, j'en ai beaucoup, mais ça va.
Au total, le tournage a duré 5 semaines. La sortie du film n'est pas encore connue. En tout cas, Laura Weisbecker, qui partage sa vie entre Los Angeles et Paris, espère continuer à tourner un peu plus en France et pourquoi pas en Alsace. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Olivier Anne. Freijoch Fernsehspruch, le printemps de l'Alsacien, organise un concours de photos intitulé « L'Alsacien des clichés pour en sortir ». L'objectif est encore une fois de rajeunir l'image du dialecte. La présélection de ces photos en compétition est à découvrir sur la page Facebook du Freijoch. Pour voter, il faut impérativement laisser un commentaire « Je vote » sous la ou les photos que vous avez choisies. Un simple like ne suffira pas et vous avez jusqu'au mardi 12 mars à minuit pour voter. Et voilà pour le journal. Merci beaucoup Camille. On accueille le plateau du soir, Mathieu Chanvillard, Valérie Zago. Venez nous rejoindre Nathalie Rose, directrice générale de la division L'Oréal Produits Professionnels. Et Françoise B, vous êtes l'adjointe au maire de Strasbourg. Et on va parler du challenge qui sera lancé demain. C'est le challenge égalité femmes-hommes en entreprise. Vous vous doutez bien qu'on a pas mal de choses à demander à nos invités. Et tout cela, c'est après la météo. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, c'est un vendredi assez mitigé. Ça commence dès votre réveil. Alors, avec pour les moins chanceux de la pluie près de Mulhouse et chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg, beaucoup de nuages dans le nord de la Suisse. Partout ailleurs en Alsace, une alternance entre éclaircies et passages nuageux. Côté température dans la matinée, eh bien, il fera 5 degrés sur le territoire alsacien et 6 degrés aux frontières rhénanes. On passe à votre après-midi. Eh bien, cette fois-ci, le soleil sera un petit peu de la partie, mais il y aura surtout beaucoup de nuages absolument partout. Et des valeurs dans l'après-midi, eh bien, ça reste doux puisqu'il fera 10 degrés au col de Saverne, 10 degrés chez nos voisins allemands et 11 degrés partout ailleurs. Votre début de week-end sous la pluie et les valeurs iront jusqu'à 15 degrés, notamment si vous êtes dans le nord de la Suisse, 13 degrés sur le territoire alsacien et 12 chez nos chers voisins allemands. En ce vendredi 8 mars, eh bien, nous célébrons la journée des droits des femmes. Le soleil se lèvera à 6h57 pour nous dire au revoir à 18h22. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions Car Revenu à Colmar, Célestat, Haguenau, Saverne et Sarrebourg. Et l'invité de la rédaction ce soir, Nathalie Rose, directrice générale de la division L'Oréal Produits Professionnels. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Journée des femmes demain. Vous êtes une femme qu'on pourrait dire d'exception. En tout cas, vous êtes chez L'Oréal. On dit de vous que vous êtes une femme d'exception à la tête d'une marque d'exception. Est-ce que c'est un vrai atout aujourd'hui pour diriger un département de cosmétiques comme le vôtre, d'être une femme justement ? Je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme qui est un atout. Je crois que chaque dirigeant a ses propres atouts. Certainement que les femmes et les hommes dirigent un peu différemment, mais avec, je crois, surtout leur qualité propre. Et ce qui fait peut-être, d'après moi, la qualité d'un leader, c'est d'être cohérent avec lui-même et d'incarner ce qu'il est au quotidien également dans sa fonction. Alors vous avez une grande carrière essentiellement dans l'agroalimentaire, Kraft Foods, Mars, un petit crochet par Cronenbourg, puis PDG de Mars Chocolat France en 2004, des marchés européens après en 2009. Et vous avez fait un petit peu de politique. On vous a vu aux côtés de Philippe Richer. Vous étiez vice-présidente de la région avant de démissionner pour prendre justement la direction générale L'Oréal Allemagne en 2013 et depuis 2016, directrice générale de L'Oréal Produits Professionnels. Est-ce que vous vous considérez comme l'une des businesswomen influentes aujourd'hui en France ? On pose souvent la question aux hommes. C'est pour ça que je vais poser des questions mixtes qu'on poserait à tout le monde. Clairement pas. Je pense que c'est... C'est par modestie ou... Non, je pense que c'est les CEO des grandes boîtes, etc., qui peuvent revendiquer d'être influents. Maintenant, pour autant, je pense que je ne sers pas à rien quand même. Bah oui. Et que la carrière le démontre. Si en fait, j'ai poursuivi une carrière, c'est parce que j'avais une ambition vraiment de faire une différence pour les gens qui m'entourent, pour mes collaborateurs, pour mes clients, pour mes consommateurs.
Et je crois que c'est quelque part une forme d'influence, en tout cas, mais peut-être pas ce que vous appelez une personne d'influence. Voilà. Il n'y a pas la volonté justement de s'affirmer comme femme, de se dire, même si on ne le fait pas pour ça au début, mais une fois qu'on a réussi, qu'on est en train de réussir, de se dire, je m'affirme, et je vous montre aussi, et quitte à presque porter un étendard quelque part. Alors, une volonté de s'affirmer en tant que femme, non. Une volonté de montrer un modèle pour les jeunes filles, les jeunes femmes, clairement oui. Je pense que c'est très important. Je me rappelle que en 2011, j'ai fait la couverture de management justement avec Jean-Paul Agon, le CEO de L'Oréal, alors que j'étais chez Mars, sur le thème « Les femmes sont-elles meilleures que les hommes ?» Et je me rappelle On allait vous poser la question. D'accord. Et ma fille, qui avait 20 ans à l'époque, a regardé ça en disant « Mais c'est quoi cette question débile ?» Et en fait, je me suis rendu compte que pour ma fille, parce qu'elle est ma fille, justement, pour elle, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais malheureusement, je crois qu'il y a encore beaucoup de jeunes femmes de sa génération qui ne sont pas encore convaincus que, effectivement, les femmes ont les mêmes possibilités que les hommes dans leur carrière professionnelle. Donc il y a besoin, je pense, d'en parler beaucoup et de montrer des exemples. Alors on sait qu'un grand patron va arriver, un nouveau grand patron, il va donner une ligne directrice. Vous, lorsque vous avez pris en main la direction de L'Oréal Allemagne, vous avez donné comme ligne directrice 4 mots. Voilà. Ah oui. Effectivement, je me rappelle que je les avais dit ici Exactement. aussi à l'époque. En allemand, c'était 4 mots, ouais. C'était 5 en français. Unser Leben schöner machen, rendre notre vie plus belle. C'est clairement toujours mon motto, c'est clairement ce qui m'anime. C'est effectivement de rendre la vie plus belle autour de nous. Aujourd'hui, demain c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est quoi aujourd'hui la différence de traitement, on va dire, que vous pouvez encore découvrir entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entreprise? Et on va beaucoup en parler avec vous, évidemment, Françoise. C'est quoi, Nathalie Ross? Alors je crois que, évidemment, on ne peut pas généraliser, il n'y a pas les hommes et les femmes d'un côté. Je crois que ce qui fait vraiment la richesse d'une entreprise aujourd'hui, c'est la diversité au sens large, c'est-à-dire la diversité de culture, la diversité de background, de carrière, la diversité d'expérience. Et bien sûr, là-dedans rentre en compte le fait d'être des hommes ou des femmes et de travailler ensemble. Certainement qu'on a un regard différent. Je sais que les hommes sont plus souvent défenseurs, les femmes ont certainement, dans certains cas, plus de recul. Peut-être aussi un sens de la responsabilité collective. Moi, je crois vraiment que c'est ce qui nous différencie. Plus de recul. On est un peu comme des mamans, toujours. Prenez plus de hauteur. Plus de recul, en tout cas, au sens où on est moins fonceuse. Et on va plus réfléchir, peut-être, dans certains cas, avant d'agir. Et encore une fois, se poser toujours la question, non pas seulement de ce que nous, on va faire, mais de comment est-ce qu'on va entraîner autour de nous et agir collectivement dans l'entreprise. Je pense que ça, c'est ce qui caractérise peut-être le management féminin. Comment on peut Ça dépend aussi de l'équipe qu'on a autour de soi. Enfin, c'est dans une entreprise comme chez vous, s'il y a plus de femmes, on mettra peut-être plus facilement une femme. Si dans certaines entreprises que vous avez connues, il y a davantage des hommes, c'est plus facile de mettre des hommes. On est encore sur ces clichés-là ou parfois on peut justement croiser, mixer davantage? Je crois que dans une entreprise comme L'Oréal, et en ce qui me concerne en particulier, on veille vraiment à avoir un équilibre. Encore une fois, un équilibre de genre. Par exemple, aujourd'hui, chez L'Oréal, 48% des personnes qui sont dans les comités de direction au niveau mondial sont des femmes. Donc c'est vraiment très équilibré. C'est comme ça aussi dans mon équipe. Et je pense que c'est important, encore une fois, parce qu'on a des regards différents. Et on en tient compte, quand on recrute, du coup, si on s'aperçoit que dans, telle section, tel comité, il commence à y avoir un déséquilibre, le critère homme-femme, il peut devenir, si on veut avoir cette parité, ça devient un critère. Tout à fait, de la même façon qu'on va avoir besoin de gens qui ont une grande expertise du métier, d'autres qui ont un regard extérieur, des gens qui ont une culture européenne, d'autres qui ont une culture différente. Donc on va effectivement chercher à équilibrer en fait nos comités de direction, c'est clair, pour avoir le maximum de créativité, le maximum d'innovation et au final de performance. C'est beaucoup lié à cette diversité de points de vue qu'on est capable de créer dans une équipe. C'est quoi le fil rouge, la patte de Nathalie Ross, que ce soit chez Cronenbourg, chez Mars ou chez L'Oréal? Qu'est-ce qui vous caractérise? Comment vous définiriez ça? Je crois que ce qui me caractérise, c'est d'avoir un management qui est vraiment centré sur l'humain. Je suis, depuis que je suis chez L'Oréal, une porteuse de drapeau d'un concept que j'appelle la Great Place to Win. Beaucoup de gens connaissent la Great Place to Work, c'est-à-dire des endroits où il fait bon travailler. Mais moi, j'appelle ça la Great Place to Win parce que c'est pour gagner. J'ai pu démontrer depuis 15-20 ans maintenant de direction générale que c'est quand les collaborateurs se sentent émotionnellement engagés avec l'entreprise, quand ils se sentent respectés, quand ils ont la possibilité de faire
ce qu'ils peuvent faire de mieux tous les jours, de prendre des décisions, d'être responsabilisés et développés. C'est là qu'on a les meilleurs résultats. Les garçons ne sont pas comme ça? Les patrons sont pas... Les hommes? Encore une fois, ne m'amenez pas à généraliser, mais en tout cas, voilà, moi je suis comme ça. Mais ça nous plaît bien. À vos côtés, Françoise B, adjointe au maire de Strasbourg. On va parler justement de ce challenge égalité femmes-hommes en entreprise qui sera lancé demain par Strasbourg. C'est un bon exemple avec Nathalie Ross, quand vous entendez sa vision des choses sur l'homme, sur la femme, sur ce fait d'être bien dans un endroit pour gagner, pour avancer. C'est en gros le mot d'ordre que vous allez lancer ce soir. Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette mixité qui est dans l'entreprise qui permet de favoriser la créativité, l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui a dirigé un petit peu ce challenge. On va rappeler que vous avez en charge, vous, les droits des femmes et l'égalité de genre au sein de la ville de Strasbourg. Oui. Et donc voilà, ça sera lancé demain. Concrètement, ça va être quoi? Donc lancé Ville de Strasbourg Eurométropole et l'association Women Entrepreneurs, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et l'idée, c'est justement de valoriser aussi ce travail sur ces inégalités qu'on trouve encore dans des entreprises, même s'il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui sont fer de lance sur le sujet. On voit qu'on a encore des inégalités de salaire, on a encore des entreprises où on n'a pas cette parité aussi dans les conseils d'administration, comme ça devrait l'être de par la loi. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a des entreprises qui l'ont fait, des entreprises aussi qui innovent pour que cette thématique soit bien intégrée dans l'entreprise, qu'elle aille de soi à un moment donné, et donc qu'elle nous donne un petit peu ces actions qu'elles ont menées dans leur entreprise pour que d'autres entreprises puissent elles aussi se dire qu'elles peuvent y aller également. La difficulté, c'est de toucher ceux qui ne sont pas forcément convaincus. Il y en a qui sont convaincus qu'on peut simplement aider, accompagner un petit peu. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre aussi sous le nez de ceux qui ne le font pas. Comment on peut, quand on est politique comme ça, forcer un petit peu la chose? Alors, ce n'est pas forcément les forcer, puisque... il y a des lois qui ont été édictées depuis longtemps sur le sujet et on voit que c'est une thématique qui a encore du mal à se mettre en place en entreprise. Et l'idée du challenge, finalement, c'est d'aller sur un côté positif, de montrer que c'est possible, que ça se fait et qu'on a aussi des outils pour pouvoir avancer et le faire. Et l'exemple d'entreprise, comme l'exemple d'une femme qui peut être chef d'entreprise, est importante. L'exemple des entreprises est toujours important pour que les autres puissent y aller. Alors, les dirigeants d'entreprise sont essentiellement masculins, toujours. Dans le Bas-Rhin, en tout cas, il y a des écarts de salaire qui sont assez importants entre les hommes et les femmes. Dans le Bas-Rhin, des écarts de l'ordre de 20%. Alors, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer, j'aimerais bien, parce que, prenons l'exemple de notre société, on a beaucoup plus de filles que de garçons ici. Les salaires des journalistes qui commencent sont identiques. On ne va pas mettre un salaire plus important à un garçon qu'à une fille. Est-ce que c'est un héritage des temps anciens que les femmes étaient moins bien payées? Et est-ce qu'aujourd'hui, on est enfin arrivé à avoir une équité? Compliqué. Alors pas encore, puisqu'on voit bien qu'on a encore cet écart de 20,8%, même si dans le Bas-Rhin, on est un peu mieux qu'en France, sur le reste de la France, où on est à 28%, à plus de 28%. Alors c'est vrai que chez vous, c'est bien, l'embauche, vous êtes sur le même salaire, mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui vont dire, bon, j'engage une fille, je la paierai moins que le garçon à côté. Alors après, il y a aussi un travail à faire chez les jeunes qui vont rentrer sur le monde du travail. C'est que chez les filles, il y a souvent un retrait. Elles ne vont pas forcément aller demander le salaire dont elles auraient droit, on va dire ça. Je lui demandais une alors que finalement, chez un garçon... je ne sais pas si on lui a inculqué, parce que moi je ne suis pas un garçon, donc je ne sais pas du tout. Mais d'y aller, moi j'y vais, voilà. J'ai fait ces études, je peux avoir ce salaire parce que j'ai ces qualités-là. Les garçons se vendent mieux en fait, c'est ça. Et quelque part peut-être que les garçons se vendent mieux. Alors sur la nouvelle génération, on voit d'ailleurs qu'on a plus de femmes diplômées aujourd'hui que de garçons. On a 49% de femmes cadres aujourd'hui et on a toujours ces inégalités de salaire. Nathalie Ross, un petit mot sur les salaires? Oui, je pense qu'il reste en fait... dans l'esprit. On voit par exemple, vous savez que L'Oréal a créé depuis 21 ans maintenant le programme For Women in Science, les femmes et la science, avec l'UNESCO pour promouvoir les femmes dans les filières scientifiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est encore très difficile d'attirer les femmes dans ce secteur. Et je pense qu'il y a tout un ensemble d'idées, de traditions, de cultures de plusieurs générations qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai, les femmes n'ont pas forcément le même niveau d'exigence salariale que les hommes. Et je lisais aujourd'hui que dès l'embauche à 25 ans, il y a 6% d'écart de salaire en moyenne
entre les hommes et les femmes. Oui. Donc déjà à l'embauche. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et je me réjouis de voir la nouvelle loi de Murray-Pénicaud sur l'égalité professionnelle, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut forcer les entreprises à faire cet effort, parce que sinon, elles n'en voient pas forcément la nécessité. Et si on voit L'Oréal, on a aujourd'hui moins de 3% d'écart salarial entre les hommes et les femmes, à poste égal partout dans le monde. Donc on y est en train d'y arriver. Pour relever le challenge que vous lancez, challenge égalité femmes-hommes en entreprise, il va falloir quelle démarche pour les entreprises qui seront en train de nous écouter, entreprises, PME, start-up? Elles vont être obligées de remplir un dossier. Il y aura un jury qui permettra de déterminer qui aura... il y a 3 trophées. Il y aura le trophée de l'Eurométropole, le trophée de la ville de Strasbourg et le trophée de Women's Entrepreneur, avec bien sûr des indicateurs derrière. Donc ce qui a été fait. Alors c'est vrai que sur les entreprises de plus de 50 salariés, il y a de toute façon des obligations légales. Donc là, il faudra qu'elles nous prouvent quand même qu'elles ont mis des choses en place légalement. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir valoriser ce qui est fait de façon, on va dire, proactive sur le sujet, pour que dans l'entreprise, dans les ressources humaines, à tout niveau de l'entreprise, que ce soit en bas jusqu'en haut, quelles actions ont été mises en place et qui valorisent finalement cette égalité femmes-hommes dans l'entreprise, même si c'est une action qui vient de démarrer, mais on la prendra en compte, parce que on a proposé donc dans ce challenge qu'on ait au moins 2 ans d'expérimentation, et on a en Alsace des entreprises qui ont travaillé le sujet et qui sont aussi très dynamiques, même si elles ne sont pas encore sur l'égalité, parce que ça demande du temps. Comme on dit, il y a aujourd'hui encore des préjugés, des stéréotypes qui restent, il faut arriver à les balayer. Ça sera lancé demain. Comment y participer? On fait quoi? Alors demain, conférence de presse. Voilà, conférence de presse. Vous aurez toutes les indications demain. Il y aura un site web, un site internet où il faudra déposer les dossiers. Okay. C'est l'Eurométropole qui va gérer ce dossier, ses compétences. Et puis... au mois de juillet, donc c'est jusqu'au 10 juillet, il y a pour clôturer, et on fera une cérémonie pour les trophées. C'est très bien pour challenger les entreprises. Voilà, pour challenger un peu les entreprises. Voilà, vous restez avec nous dans quelques instants. Ce garçon aura quelques humeurs, c'est les humeurs de Mathieu Chanvillard du jeudi. On découvrira les plus beaux cépages alsaciens et les terroirs avec vous, Valérie. C'est juste après ça. Et tous les jeudis sur Alsace 20, c'est l'humeur du jour de Mathieu Chanvillard. Aujourd'hui, on va parler de demain, parce que demain, c'est la journée mondiale du droit des femmes. Au début, ça s'appelait Journée de la femme, mais même l'intitulé posait déjà un petit peu souci. Ouais, c'est un sujet un petit peu sensible et délicat. Alors au début, j'avais écrit sensible et délicat comme les femmes elles-mêmes. Mais j'ai une collègue qui m'a dit « Mais pas du tout, c'est un cliché machiste, tu entretiens une vision patriarcale et rétrograde de la femme. » J'ai dit, ah bon, d'accord. Alors j'ai rayé, j'ai pris mon stylo et j'ai barré comme les femmes, et j'ai juste laissé sujet sensible. Bon, vous voyez, au bout de 3 lignes, c'est déjà un petit peu compliqué. Lionel, le sujet lui a pas plu du tout non plus. Il a convoqué le service juridique de la chaîne. Et Valérie, à ma droite, elle a déjà un tire-bouchon prêt à me planter dans la cuisse. Bon, c'est vrai que j'ai des antécédents, mais voilà, ça n'améliore pas, ça ne me met pas en confiance. Clairement, c'est un sujet un petit peu risqué, la place de la femme. C'est un peu glissant, risqué, presque aussi risqué que de miser de l'argent sur une victoire du PSG en Ligue des Champions. Enfin, vous voyez, c'est le genre de truc qu'on risque de tout perdre dans tous les cas. C'est vrai que ça a beaucoup bougé ces derniers temps, depuis l'affaire Weinstein, MeToo, tout ça, on en parle quand même beaucoup plus, on revendique de l'égalité, on a fait des lois, etc. Ça marche très bien, ça marche mieux, comme dans tous les mouvements de fond, il y a des crises parfois. Sur Internet, quand il y a une discussion qui dérape, on dit qu'on atteint le point Godwin. Sur les questions des femmes, il y a le point Bigard. C'est un peu pareil, c'est le moment où tout tout dérape, vraiment. Bon, après, il y en a qui le cherchent, le point Bigard. Voilà, genre avec cette campagne d'affichage, par exemple, de cette entreprise qui a fait un petit peu parler liberté, égalité, beau fessier. Ah oui, d'accord. Ça, oui, c'est du slogan. On ne sait pas où est passée la fraternité dans ton jeans à 130 balles, sûrement. Bon, le temps, on peut citer la marque, histoire de lui faire de la pub ou pas, le temps des cerises. Bon, je me suis trompé d'un mot, eux, ils se sont trompés d'un siècle, chacun son problème.
Parler du féminisme aujourd'hui, c'est parfois un peu dangereux, même quand on veut en parler avec humour. J'ai eu beaucoup de mal à écrire ce papier. Enfin, c'est surtout risqué quand on est un homme en l'occurrence. Hein. C'est toujours plus facile, a priori, pour une femme de se moquer d'une femme ou de faire de l'humour sur une femme, comme pour un juif de faire de l'humour juif, c'est parfois ça passe mieux. Alors, il y a des fois où je me dis que ce serait plus simple hein, si j'étais une femme noire, juive, homosexuelle, lorraine. Non, pas lorraine, faut quand même pas déconner quand même. Mais enfin voilà, ça me servirait d'alibi un petit peu. Genre, un juif qui fait de l'humour juif, ça prête pas à confusion. On peut pas le taxer d'antisémitisme, il a une espèce d'alibi. Moi, j'aimerais. Enfin, j'ai pas besoin d'alibi, moi. Genre, c'est pareil, c'est pour rire aussi. Genre, c'est pas malveillant non plus. Mais voilà, c'est cette époque un petit peu bizarre qui veut ça. Époque un peu hystérique parfois. Et j'ai résisté à écrire hystérique comme ma femme. Comme quoi, vous voyez, je progresse beaucoup ce soir. Et puis, de toute façon, on est contrôlé. Hein, ça rigole pas. On dit que les hommes tiennent toutes les commandes, le pouvoir partout. C'est pas vrai du tout. Hein. Dans cette chaîne, c'est les femmes qui tiennent le pouvoir. La réalisatrice de cette émission, par exemple, c'est une femme. Et si je dis une bêtise, ça lui plaît pas. Dans l'absolu, elle a le pouvoir de tout couper, hein, de passer du noir à l'antenne à ma place. Non, mais c'était pour rire, Lisa. Non, reviens. Non. Enfin voilà, comme vous voyez, elle a les manettes, elle peut tout faire. La script à ses côtés, hein, c'est pareil. C'est elle qui donne le cap. Hein, elle peut écrire ce qu'elle veut à l'écran. Hein. D'ailleurs, je pourrais. Je voulais lui. Parce qu'elle est jeune et jolie, j'aurais pu lui parler de manière condescendante. Non. T'as dit jeune et jolie. Mais oui, voilà. Et voilà. Du coup, elle va se venger. Je vais finir au tribunal. Vous voyez. Non, c'est vraiment très compliqué cette journée du droit des femmes. En fait, c'est pas fait du tout pour les femmes. C'est une journée faite pour expliquer les femmes aux hommes. C'est très différent. Merci beaucoup Mathieu Chambullard. Ce sont ces humeurs du jeudi. On va partir maintenant sur des terroirs avec notre spécialiste, c'est Apicurien Valérie Zago. Au sommaire, Grand Cru Pré-Latenberg, le domaine Engel, un livre passionnant sur les affiches des vins et pour finir, mon coup de cœur, un Gevrey-Chambertin. Alors, on va parler d'abord de l'origine du nom Pré-Latenberg. Oui, ça veut dire colline des prélats, les hauts dignitaires de l'Église catholique. Et en fait, ce nom provient de l'origine du vignoble qui a été exploité par des moines vignerons. C'est où? C'est à Kingsheim, c'est ça? C'est Kingsheim, ouais. Et après je vous expliquerai que c'est exploité plutôt par des vignerons d'Orgewiller. Donc ces moines ont exploité le vignoble dès 823, donc c'est l'un des plus vieux vignobles d'Alsace. Ensuite, bien plus tard, le Pré-Latenberg a été cédé à la ville de Sélestat, et après la Révolution, ça a été cédé aux bourgeois de la ville. Et ce grand cru a failli ne pas voir le jour, pour quelle raison? Il a été abandonné dans les années 1930, parce qu'à l'époque, c'était... Donc les vignes qu'on est en train de voir là. Exactement. C'est les industriels de la ville de Sélestat qui trouvaient que c'était pas très rentable, en fait, d'exploiter le vignoble de Pré-Latenberg. Ils préféraient des activités beaucoup plus rentables. Du coup, dans les années 30, il a été complètement à l'abandon. Et qui c'est qui va sauver ce vignoble, des vignerons? Et bien justement, on était sur la commune de Kingsheim, on est toujours sur la commune de Kingsheim, mais c'est les vignerons d'à côté, d'Orgewiller, qui ont décidé de défricher totalement, parce que depuis 1930, dans les années 60, c'était une friche totale. Donc ils ont défriché, ils auront planté cep par cep. Du coup, c'est 19 hectares maintenant, qui sont classés en grand cru, qui ont été classés en grand cru. Je me rends pas compte, 19 hectares, c'est beaucoup? C'est un petit grand cru, ça fait partie des petits grands crus, pas des plus petits, mais c'est vraiment, ça fait partie quand même des plus petits grands crus. Il fait 19 hectares, il occupe 2 coteaux séparés par un ruisseau et l'exposition on est sud-sud-est et on est sur un terroir granitique. Parlez-nous des vins qu'on y trouve. Alors les vins qu'on y trouve essentiellement, c'est plutôt tous les cépages sont présentés, mais on va plus trouver du Gewürztraminer, du Pinot Gris et du Riesling. Si on aime la minéralité dans les vins, je vous préconise quand même plus les vieilles vignes qui vont vraiment capter la minéralité du terroir. Et ça fait partie des grands crus qui vont vraiment mettre en exergue le cépage avec beaucoup de précision et de finesse par rapport à d'autres grands crus. Voilà. Le Riesling, vous m'avez dit, pas pétroléeux du tout. Non, du tout. Non, on est plutôt sur vraiment la mise en exergue des arômes primaires du cépage. Un domaine à nous conseiller. Le domaine Engel, on a rencontré Pierre Engel, on regarde. 1983, un Riesling qu'on a ouvert il y a 1 an avec mon père pour me montrer un peu le potentiel de ce grand cru. Donc un vin très glaçant, une minéralité tranchant, c'était vraiment magnifique, quoi. On en a encore des frissons dès qu'on en parle. Première vendange 2018, premier millésime que je vendange entre guillemets tout seul, que je vinifie tout seul, très excitant et donc carrément à refaire. Alors, Grand Cru Pré-Latenberg, plusieurs cépages, moi je dirais, on part sur le Gewürz, Grand Cru Pré-Latenberg, avec des fromages à pâte persillée. Quelque chose de très épicé qui va vraiment bien contrebalancer le fromage très puissant.
expert comptable. Expert comptable ou fiscaliste, à voir. Il est drôle, lui. Hein. Il est très drôle. Excellent. Allez, en principe, ce sont des objets. Là, c'est un bel objet ce soir. C'est un bel objet, c'est un bel ouvrage. Ce sont les affiches des vins, alors plutôt des affiches début du siècle dernier. Hein. Donc, ça représente vraiment tous les vignobles. Hein. Vous avez vraiment l'ensemble des vignobles, beaucoup d'affiches sur la Champagne. Mais je vous en ai quand même sélectionné 2 que je trouve fort sympathiques, parce qu'avec la loi E20, on pourrait plus se permettre de communiquer de cette manière. Hein. Donc, buvez du vin à l'époque. Voilà, buvez du vin. C'est joyeux, voilà. L'autre qui réjouit tous les vins en rouge, en blanc et en rosé. Les vins qui réjouissent. Voilà, donc bon, des petites affiches, toujours dans l'esprit des années 30, hein, on voit bien l'esprit. Donc voilà, très joli ouvrage pour les amateurs de vin. C'était le petit qui objet. Réjouit, il y avait les vins qui ravit aussi, qui étaient de l'infâme piquette. Ah oui, exactement. Non, non, rien à voir. Mais c'était les noms de l'époque. Et vous avez le coup de cœur Happy ce soir. Et là, visiblement, vous ne vous êtes pas séparé de votre bouteille toute la soirée. Non. Je me dis qu'elle doit être bien. Elle doit être pas mal. Hein. Elle est même excellente. Hein. Donc là, je vous emmène en Bourgogne, hein, donc direction la Côte de Nuit, pour l'appellation Gevrey-Chambertin. On est sur un clos, donc le clos de Mexvel. Hein. Le clos, c'est-à-dire que c'est clos de mur. Hein. Il est au sein du village de Gevrey-Chambertin. C'est un monopole de la famille Pierre-Gelin. Monopole veut dire que c'est uniquement exploité par cette famille. Hein. On est vraiment dans l'esprit du domaine Pierre-Gelin, qui travaille tout en finesse, en délicatesse. On est vraiment sur des vins de dentelle. Le pinot noir s'exprime merveilleusement bien. On n'est pas dans l'esprit des Gevrey-Chambertin. Il y a 2 écoles à Gevrey. Les Gevrey très puissants, très racés, vraiment des vins avec beaucoup de corps. Là, on est plutôt dans des vins très délicats, puissants, mais tout en finesse et en élégance. Le nez s'exprime sur des notes de fruits, sur la cerise, hein, mais sur le cassis et la mûre. Ensuite, vous avez des notes de musc, hein, des notes de fleurs comme la violette, hein, la rose, hein, et la pivoine. En bouche, hein, c'est soyeux, c'est délicat, c'est une énorme finesse, comme je vous le précisais. Attention, c'est des vins qui méritent d'attendre 5 à 6 ans. Sur la jeunesse, ils sont très austères, hein, et on risque de passer à côté. Donc vraiment, il faut les attendre. Très joli Gevrey-Chambertin, Claude Mezvel, 2013. Voilà, tous ces vins, vous les retrouvez sur le site Apicurien. Et je rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, il nous reste une petite minute 30, on va les passer avec nos invités. Un petit mot, Nathalie Rose, sur les carrières. On dit souvent que les femmes vont avoir des enfants et que ça va nuire à leur carrière. Vous avez eu des enfants, vous avez fait une superbe carrière, preuve donc que ça marche. Mais la loi va, on pourrait dire, privilégier ou mettre de l'égalité plutôt aujourd'hui sur ces femmes qui sont en congé maternité. Tout à fait, et ça je pense que c'est une excellente chose puisque dans la nouvelle loi sur l'égalité professionnelle, il y a 5 critères. Donc bien sûr l'égalité salariale est un critère majeur, mais il y a aussi justement cette disposition particulière d'obligation d'augmenter les femmes également à leur retour de congé de maternité. Parce que c'est typiquement un endroit où se creusent des écarts de rémunération. Eh bien, ça ne sera plus le cas dans le futur puisque les entreprises vont être obligées de traiter tout le monde de la même façon, même s'il y a eu des congés de maternité. Il fallait légiférer pour de l'équité. Oui, mais il y a aussi d'autres choses qui se font. Je vous donne un bon exemple. L'Oral vient de mettre en place le congé de paternité de 6 semaines pour tous les collaborateurs français. Et ça, c'est aussi un bon moyen de montrer qu'il n'y a plus tant de différence entre les hommes et les femmes et que tout le monde peut faire les mêmes carrières. Voilà, c'est vrai. Et c'est ce qui sera encore demain avec vous lors de la conférence de presse que vous allez donner sur ce challenge. On rappelle en 20 secondes, challenge à destination des entreprises pour plus d'égalité. Il faut être aussi les premiers de la classe un peu de temps en temps. De temps en temps, oui, il faut être les premiers de la classe et ça s'adresse à toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, hein, d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup Françoise B. Merci Nathalie Ross. On va repartir. Merci à vous, mon cher camarade. Excellent billet d'humeur comme d'habitude. Merci Valérie Zago. Nous on repart dans l'actualité. Le 6 minutes Eurométropole. Non, ça c'était avant. C'est l'actualité avec la CIBAR. C'est le magazine du logement et de l'habitat. Et c'est tous les jeudis. Je vous retrouve moi demain, 19h. Salut. Bonsoir à tous, bienvenue sur Alsace 20 dans votre nouveau magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Vous le savez, la société immobilière du Bas-Rhin s'engage régulièrement pour l'amélioration de la qualité de l'habitat de ses locataires. Actuellement, des travaux sont en cours dans le quartier de la Méno où je me situe. On va rencontrer Moussa Naïd Chaban qui va nous expliquer exactement de quoi il s'agit.
Moussa, bonjour. Bonjour. Alors ici, nous sommes au quartier de la Méno où on observe derrière nous justement, il y a des travaux qui sont encore en cours. Oui. Je le disais tout à l'heure, il y a un souci actuellement qui est récurrent, c'est les pigeons. Pourquoi justement? Pourquoi c'est un souci? Pourquoi ça dérange autant en fait les locataires de la Cibar? Alors, c'est effectivement un souci récurrent qui se pose sur ces bâtiments depuis de nombreuses années. Le souci majeur avec les pigeons, c'est les déjections. Donc, ils viennent se nicher au niveau des loggias. D'accord. Avec tous les problèmes qui se la posent. Il y a des personnes âgées qui parfois ne peuvent pas entretenir leur loggia. Quand on nettoie, ça dégouline sur les façades. Donc, ça salit les façades et c'est un vrai problème pour l'ensemble des locataires. Alors, rappelons justement, qu'est-ce que c'est exactement des loggias? Alors, les loggias, c'est des espèces de balcons ouverts que vous voyez là dans le bâtiment en face. D'accord, qu'on peut utiliser La plupart des locataires les utilisent pour entreposer des choses. Et donc, suite à ces problèmes, il y a un certain nombre de locataires qui se débrouillent pour les fermer, chacun à sa façon, chacun selon ses moyens, ce qui pose par la suite un vrai problème d'esthétique de ces bâtiments. J'imagine que vous avez certainement des panneaux un peu verts, des canisses un peu partout. On en voit toutes les couleurs, voilà. C'est le cas de le dire. Alors justement, pour pallier à ce problème, vous avez pris une décision à la Cibar. Quelle a été cette décision? Alors, la décision qui a été prise, donc, c'est de fermer les loggias et de faire d'une pierre deux coups. Donc, en plus de régler le problème des salissures et des pigeons, nous apportons un cachet architectural. Nous améliorons le cachet architectural de ces bâtiments qui sont... On est dans un quartier qui présente une très forte concentration en bâtiments avec beaucoup de béton, beaucoup de bitume. Donc, nous en profitons de cette occasion pour apporter un cachet un petit peu plus chaleureux, plus moderne, avec un matériau noble, le bois, qui plus est issu de la filière locale, de nos forêts alsaciennes. Voilà. C'est un choix justement écologique et environnemental que vous avez pris. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir sur du bois local justement? Ça s'inscrit dans une démarche éco-responsable dans le prolongement de la politique de la Cibar. Nous sommes sur le même principe au niveau du chauffage. Nous développons le chauffage granulé de bois, granulé issu de la filière locale. Hein. Voilà. Donc là aussi, nous sommes sur une démarche éco-responsable avec du bois issu des filières locales, mis en œuvre par les petits artisans locaux. D'accord, aussi. Alors justement ici, donc je le disais, je le rappelle, on est dans le quartier de la Méno. C'est tout un quartier en fait que vous êtes en train de réhabiliter avec ces loggias. Il y a à peu près quoi en termes de nombre de logements? Vous avez à peu près combien de bâtiments? Sur les quartiers, nous avons un peu plus de 1200 logements sur les quartiers. Et cette deuxième phase de travaux concerne 96 logements. Parce que là, on est à peu près à la moitié, c'est ça, des travaux? On est à la moitié des travaux qui vont s'étaler jusqu'au mois de juin 2019. D'accord. Alors justement, vous parliez de l'aspect esthétique tout à l'heure. Le bois est noble, c'est un matériau qui va forcément tenir un peu dans le temps. Vous avez peut-être laissé quand même quelques petites interstices, mais par contre, les pigeons ne pourront plus rentrer. C'est ça l'idée? Absolument. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, on l'a évoqué déjà, c'est le problème des pigeons. Oui. Il y a un aspect sécuritaire. Quand on a des enfants en bas âge et qu'on habite au 8e, 9e étage, on n'est pas toujours assuré. Donc, nous réglons aussi des problèmes. Et par la même occasion, nous apportons une amélioration à l'esthétique des bâtiments. Alors, pour les quelques premiers bâtiments que maintenant vous avez déjà réhabilités, vous avez quelques retours peut-être des locataires? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils voient une différence? Est-ce que c'est pas trop sombre? Parce qu'on ferme quand même complètement. Avant, c'était quand même pas mal ouvert. Quels sont les retours? Alors, autant au début, d'abord, il faut signaler que c'est des travaux qui ont été demandés par les représentants des locataires. Donc, c'était une forte demande des locataires à laquelle la Cibar y a répondu. Et autant au début, il y avait un certain nombre de locataires, une minorité certes, mais quand même qui étaient réticents. Autant après la réalisation des travaux, nous n'avons que des satisfactions. D'accord. Donc vous vous êtes rendu compte en fait du problème de pigeons parce que les locataires vous le disaient et vous vous êtes rendu compte vous aussi que les bâtiments étaient salis Bien et sûr, autres. Nous voyons quotidiennement l'état de nos façades se dégrader sans pouvoir faire grand-chose. Et puis on avait aussi des locataires qui se plaignaient. Et le problème des pigeons, c'est surtout dû aux locataires qui les nourrissent et donc qui les attirent. Ouais, d'accord. Bien sûr, on ne peut pas reprocher aux gens de nourrir les pigeons, mais ça engendre des conséquences quand même très négatives sur les autres locataires et sur les bâtis en lui-même. D'accord. Alors quelle est la suite? En fait, là, vous disiez, on est à peu près à la moitié des travaux. Il reste à peu près combien de bâtiments encore avant? Vous en parliez
Donc là, nous avons un ensemble de 96 logements qui est prévu dans cette phase. Ouais. Là, nous avons réalisé un bâtiment. D'accord. Voilà, et il y a encore 5 entrées qui sont à réaliser. D'accord, Voilà. parfait. Eh ben, merci en tout cas pour ces informations. Mais je vous en prie. Quant à nous, on se revoit dès la semaine prochaine, jeudi soir, pour un nouveau magazine du logement et de l'habitat. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur Alsace 20.